Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Z sur 7, votre podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 octobre et nous revenons avec un tout nouvel épisode. L'invité du Trends Talk aujourd'hui est David Eloi, CEO du groupe Eloi, actif dans la construction et la gestion de l'eau. Une entreprise familiale qui compte aujourd'hui 500 collaborateurs. On a la chance, ou plutôt l'avantage, d'être une entreprise qui a travaillé sa diversification. Ça fait maintenant pas mal d'années que l'entreprise s'est professionnalisée sur ces deux grands domaines d'activité que sont la construction et la gestion de l'eau. David Eloi cumule la fonction de CEO du groupe Eloi avec celle de président de la Chambre de commerce de Liège-Verviers-Namur. Le groupe se porte bien, malgré le contexte actuel compliqué. David Eloi évoque les raisons de son succès. L'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. C'est deux métiers qui sont cruciaux pour la transition. On parle là de domaines qui sont a priori des domaines d'avenir. C'est réellement pour nous une belle opportunité de démontrer notre savoir-faire. Cette transition qui a mis du temps, il faut savoir que chez Eloi, on fait du traitement des eaux depuis la fin des années 70. À l'origine, c'est le grand-père qui a créé l'entreprise en 65. Donc finalement, très tôt, il y a cette orientation, OK, les solutions que je vais intégrer sur mes différents chantiers, je voudrais qu'elles soient plus durables, je voudrais qu'elles soient plus efficaces pour l'environnement. Fin des années 70, on est ici maintenant en 2024, ça fait peut-être à peine 20 ans qu'on a vu vraiment un marché se dessiner. C'est ça, une vraie demande par rapport à ça. Une vraie conscience environnementale. C'est avant tout finalement la demande du marché qui fait qu'on a pu davantage proposer des solutions, proposer des produits et travailler finalement sur l'efficacité de ceux-ci. Et une évolution du coût de l'offre, enfin de vos produits justement, c'est un travail permanent pour se réinventer en fonction de ces enjeux-là ou bien pas encore? Vous l'avez dit, on est en croissance depuis toujours finalement. Moi je suis rentré dans l'entreprise en même temps que mon frère et mon cousin, c'est une entreprise familiale. On est la troisième génération qui avons repris les rênes ici fin 2019, après presque 20 années de formation, où finalement, cette mission qu'on avait en reprenant les rênes, c'était de continuer l'œuvre, continuer le travail. On a des valeurs très fortes qui sont connues dans l'entreprise et qu'on souhaitait maintenir coûte que coûte, emmener avec nous, mais en travaillant sur la professionnalisation du métier, de nos secteurs, etc., en continuant à travailler à cette efficacité qu'on souhaite impérativement avoir. Et donc finalement, on a aussi rencontré durant ces 20 années dans l'entreprise toutes les difficultés possibles et imaginables auxquelles un entrepreneur peut être confronté. Ça nous a construit, ça nous a fait grandir et je dirais ça nous amène aujourd'hui, malgré les temps qui courent, qui sont difficiles, à pouvoir continuer à proposer un service de qualité, un service premium, une proximité avec nos clients, une proximité qui est toujours évidente avec nos collaborateurs et je pense que c'est ce subtil mélange qui fait qu'aujourd'hui on reste efficace sur nos différents créneaux. En quoi les temps sont difficiles? C'est une question de coût, des matériaux, de chaîne de valeur? C'est quoi qui rend la chose compliquée? Il y a de nombreux défis, mais c'est vrai qu'actuellement, et depuis certainement les quelques crises successives qu'on a connues, on a rencontré un peu ce qu'il y avait... L'énergie, l'inflation... L'énergie, l'inflation, effectivement, sont certainement les deux éléments principaux qui ont impacté notre compétitivité. Alors après, quand on joue sur une carte locale, comme c'est le cas au niveau de la construction, il faut savoir que chez Eloi, la construction, on y reviendra certainement après, mais on est un acteur implanté dans notre région de Liège, principalement. Un rayon d'action, je vais dire, d'une bonne heure de route au départ de notre siège social, pour une raison de proximité, mais j'y reviendrai. Et la compétitivité qu'on a dans ces cas-là, elle est à mettre en parallèle de nos principaux concurrents régionaux qui subissent la même inflation, la même hausse au niveau des matériaux. Donc je dirais...
La difficulté, elle est plutôt vécue par le client, de devoir finalement investir des montants plus conséquents que ce qu'il aurait souhaité faire. Par contre, dans le domaine du traitement des eaux, là on est dans une dynamique internationale. La compétitivité qu'on a est peut-être davantage liée aussi au régime fiscal, au coût du travail en Belgique. Et donc quand on se présente dans les pays limitrophes, là c'est directement impactant. Ouais, c'est des arguments là qui sont en tout cas des difficultés supplémentaires par rapport à la concurrence que vous avez, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est 500 talents, 500 personnes, 150 millions de chiffre d'affaires. Et à l'international, ça représente quoi ? Vous êtes présent où ? Est-ce qu'il y a une volonté de croissance là aussi ? Est-ce qu'elle est possible ? Alors, la croissance chez Loire, on ne l'a jamais souhaité. La croissance, elle vient d'elle-même. Elle vient d'elle-même, de par justement, comme je l'ai dit, l'intégration des métiers, la diversification et certainement les bons choix du passé qui nous ont positionnés là où on est aujourd'hui. Je pense que la croissance, elle va naturellement continuer. On est sur des métiers qui sont des métiers encore essentiels. La construction va continuer à œuvrer justement à la transformation du bâti. Oui, c'est ça, c'est essentiel et en même temps, par rapport aux objectifs de décarbonation, c'est carrément vital. Je vais prendre 2 exemples. Quand on s'est positionné sur la déconstruction et l'assainissement des sols, c'est parce qu'on était conscient finalement qu'on allait devoir davantage retravailler sur le bâti existant. Ça nous renforce, donc aujourd'hui on a la possibilité vraiment d'être parmi les premiers sur un projet à déconstruire, assainir pour reconstruire derrière. Donc une complémentarité des métier qui fait qu'on est un acteur unique et ça c'est très important pour le client. À côté de ça, dans nos 2 domaines d'activité, on a un chemin de progression encore assez fort au niveau développement durable. La construction est un secteur qui est quand même assez, je vais dire, conservateur. Traditionnel, ouais. Traditionnel, qui s'est peu remis en question ces dernières années. Il y a une marge de progression donc importante. Et donc, entre guillemets, on va continuer à œuvrer sur nos projets, mais tout en parallèle, en travaillant sur l'augmentation de la durabilité des produits qu'on va commercialiser. Pareil au niveau de l'environnement et du traitement des eaux et de la gestion des eaux, c'est une problématique mondiale. Ce serait difficile à croire qu'on n'aurait pas la capacité à pouvoir augmenter notre volume d'affaires sur ce marché. Et est-ce qu'il y a une question de soutien par rapport à ça ? Je sais que le secteur de la construction, quand le nouveau gouvernement wallon, on en parlera plus avant, mais a été désigné, a exprimé quelques inquiétudes, tout en disant la dynamique est bonne, mais malgré tout des inquiétudes sur des primes qui pourraient être revues, sur des soutiens. Malgré tout, j'imagine que la transition, elle ne tombe pas du ciel. Il faut aussi qu'on l'encourage, ou pas ? Oui. On sait qu'à peu près en Europe, 10% du PIB, c'est le secteur de la construction. Donc c'est un secteur qui, quoi qu'il arrive, va être soutenu. Par rapport à cet enjeu environnemental défendu, mis en avant, imposé par l'Europe, on va se retrouver très certainement avec des investissements continus dans les matières de la rénovation énergétique, la performance générale des bâtiments. On va continuer à avoir des investissements. Donc c'est de bon augure, je vais dire, pour nous. Il en sera de même certainement pour le traitement des eaux. Par contre, effectivement, on a besoin de stabilité. On a connu par le passé des situations où il y avait des primes à l'investissement dans des solutions de traitement des eaux, dans des stations d'épuration, et quelques années plus tard, on les retire. Donc ça crée une dynamique. L'entreprise, dans ces cas-là, l'industriel, et c'est le cas dans pas mal de secteurs, investit pour justement avoir du répondant et pouvoir répondre à la demande. Et derrière, quand on retire la prime, il y a un soufflet qui retombe. Et dans ces cas-là, c'est difficile à vivre. D'une certaine manière, on vient à nouveau de le connaître avec la déconstruction. Déconstruction, il y avait une TVA qui était à nouveau favorable à une dynamique de déconstruction plus forte. On s'équipe de machines capables de faire ces projets-là. Et puis d'un coup, on voit la TVA qui varie. Non, il faut de la stabilité, sinon effectivement, pour un industriel ou un entrepreneur, de manière générale, c'est difficile à vivre. Quand vous voyez les objectifs, par exemple, en matière de PEB, on dit souvent que le PEB des bâtiments en Wallonie est particulièrement désastreux et qu'on veut passer dans un laps de temps finalement assez court vers un PEB A, vous dites c'est impossible ou il va falloir révolutionner tout, enfin, comment... Alors, le fait de dire c'est impossible, c'est pas moi qui vais le dire, mais c'est les experts du secteur. Ouais, on est présent
petitement, je veux dire, de notre côté au niveau de la rénovation. On est conscient des enjeux, on y avance pas à pas, mais je pense que c'est davantage dans les grandes villes que se situent les principaux marchés. Et de ce que j'ai pu entendre, si on ne regarde qu'à Bruxelles, les échéances données, on a de toute façon aujourd'hui pas suffisamment d'experts métiers sur ce secteur-là que pour répondre aux différents projets. Donc effectivement, il y a quelque chose d'incompatible avec cette imposition qui a été mise en place. Alors on va parler de votre autre casquette, je le dirais bien cette fois-ci, vous êtes président de la Chambre de commerce de Liège, Verviers, Namur. D'abord, est-ce que c'est une fonction importante pour vous à côté de votre fonction de CEO ? J'ai pris ça à cœur parce que je considère que de pouvoir défendre les entreprises, c'est essentiel. J'ai parfois un peu le sentiment qu'on n'est pas conscient que parmi les enjeux dans lesquels elles sont, c'est justement cette capacité à pouvoir créer de l'emploi. On a souvent, je trouve, des oppositions entre d'un côté, il y a les ouvriers et face à eux, il y a les patrons. La lutte de classe d'antan. Exactement, c'est un faux débat. Il faut des entreprises qui vont justement contribuer à la création d'emplois. Alors, c'est pas pour ça que j'y étais. Je pense qu'avant tout, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans ma région. Donc, c'est la présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Liège, Verviers et Namur. Il y a des raccourcis qui font mal. Et ça me permettait de pouvoir davantage interagir avec un écosystème qui est celui dans lequel mon entreprise évolue. Donc, ça permet aussi de mieux connaître directement quelles sont les entreprises de ma région, comment est-ce qu'on peut potentiellement les aider davantage et comment est-ce qu'on peut, avec les services d'une chambre de commerce, apporter des solutions aux entreprises. Liège, Verviers et Namur, c'est historique en fait, parce que vous transcendez un peu des frontières dans une Wallonie qui est parfois cloisonnée. On est à la fois sur la province de Namur, à la fois sur la province de Liège. Sans rentrer dans les détails, c'est le fruit d'une fusion qui s'est faite sur plusieurs années. En parlant de fusion, il y a une autre fusion qu'on a annoncée, qui est une demi-fusion quelque part, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dynamique wallonne au niveau des représentants des entreprises qui est née, qui est intéressante, qui a donné jour à Act for Wallonia, qui se décline d'ailleurs, je crois, en fonction des arrondissements ou des provinces. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était souhaité depuis longtemps. Est-ce que, selon vous, c'est une étape importante ? C'est une étape très importante. Moi, j'ai presque facile dans le sens où les discussions avaient déjà été amorcées, mais quand on écoute les plus anciens, ça fait 20 ans que c'était sur la table. C'est-à-dire le monstre du Loch Ness. Plutôt dans le placard, parfois proche de la corbeille. Et ici, effectivement, on n'est pas revenu à convertir l'essai. Je considère effectivement que ça fait partie de ces grandes avancées, parce que l'ambition qu'il y a derrière, c'est justement d'être unis entre organismes qui ont comme vision, comme mission de défendre les entreprises. Défendre les entreprises en étant au plus proche de ces entreprises. Et l'air de rien, cet avantage que pouvaient offrir les chambres de commerce et d'industrie, c'était cette proximité avec le terrain. Parce qu'on est vraiment répartis sur l'ensemble du territoire wallon, ce que n'était pas réellement l'Union ou l'ancienne Union wallonne des entreprises. Donc on a effectivement Act for Wallonia, qui est le nouveau nom de l'Union wallonne des entreprises. Et derrière, on a Act CCI, avec chaque fois la connotation locale qui est reprise derrière, pour garder ce lien avec le territoire. Est-ce qu'on ira un jour au bout du chemin ? Parce que je disais, c'est une demi-fusion, c'est-à-dire qu'après, il y a des historiques, il y a des patrimoines, il y a des questions financières, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui rend impossible une réelle fusion complète ? Je pense qu'à ce stade, on est toujours conscient des difficultés qu'on va continuer à rencontrer. Je pense qu'on a déjà passé au-delà de bon nombre d'entre elles. Certains ne comprennent pas encore ce qu'on a comme projet avec ce rapprochement, parce que c'est un rapprochement actuellement plus qu'une fusion. On a créé cependant une entité qui va demain davantage héberger les projets qu'on aura en commun. Certains disent c'est à la fois une ligne d'arrivée et une ligne de départ. C'est vrai qu'on est au début d'une grande aventure. Moi, j'ai envie de dire, on est en train de faire les fondations. Le permis, il a été affiché, il a été annoncé, je vais dire, à tous les voisins, mais les voisins ne savent pas encore ce qu'on va faire. C'est quoi l'architecture qu'on va lui donner ? Ça va être quoi les nuisances dans le jardin, etc. On en est là. C'est que finalement, on apprend aujourd'hui, en se côtoyant, comment est-ce qu'on va au mieux porter nos projets et faire en sorte que les entreprises ressortent gagnantes, parce que c'est ça notre objectif, ressortent gagnantes de se rapprocher. Parce que le but, c'est quand même de peser davantage. Alors, je sais que parfois, on cite le VOCA, par exemple, en Flandre, qui a une réelle influence presque politique sur les débats. Est-ce que la volonté, c'est d'arriver à quelque chose de similaire en Wallonie ? Ça fait clairement partie de notre ambition. On a ici, plus que jamais, la possibilité de se faire les porte-paroles des entreprises auprès des pouvoirs politiques. Et donc, de ce fait-là, de pouvoir, oui, on l'espère, influencer. On a remarqué ici, finalement, que les différentes recommandations qu'on avait fait
connaître aux politiques avant les élections avaient été retenues dans les programmes, avaient été entendues. On espère maintenant de pouvoir les voir mises en pratique. Ça veut dire que j'ai parfois l'impression que le chemin fait par un certain nombre d'entrepreneurs est similaire à celui que les académiques ont fait à une époque, c'est-à-dire de se rendre compte à un moment, que les entreprises ont un rôle sociétal, au sens large, et qui peuvent quelque part intervenir dans le débat public, etc. Je me trompe ou c'est une évolution qui est perceptible et que vous sentez, vous, peut-être dans les membres de vos chambres ou des cercles dans lesquels vous êtes? Je vais dire que ça se ressent de plus en plus quand on se rend compte qu'il y a des dérives qu'on n'arrive pas à corriger. Parmi les recommandations, la simplification administrative, les gens ne comprennent pas. Dans toutes les entreprises, on est parvenu, entre guillemets, à automatiser des process, à simplifier certaines tâches, à se passer de papier. Pourquoi est-ce que, finalement, dans la vie d'une entreprise, c'est davantage vis-à-vis de l'administration qu'on continue à être dans cette perte d'énergie, à devoir encoder des formulaires qu'on a du mal à comprendre, que l'administration a parfois du mal à expliquer. Donc des éléments comme ceux-là, effectivement, laissent apparaître peut-être une certaine grogne dans le chef des patrons. Quand on non, sait... c'est une grogne, mais positive aussi. Il y a aussi une... En tout cas, c'est une grogne qui a pour vraie volonté d'améliorer les choses. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter, quand on sait qu'à côté de ça, il y a énormément de demandeurs d'emploi, là, à nouveau, l'équation, on se dit, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à la résoudre ? Et certains, ils vont de leurs propositions. Donc, effectivement, c'est pour ça que je dis c'est constructif, en fait. C'est effectivement un effet plutôt constructif. Mais qui part d'une réalité sur laquelle, parfois, vous avez envie de changer les choses, ce qui est légitime, d'ailleurs. On aura, en tout cas, plus d'attentes, ou en tout cas les attentes qu'on avait ces dernières années, avec un changement de gouvernement, avec énormément de promesses. On s'attend toujours derrière à avoir enfin des mesures qui vont, qui vont plaire, mais surtout qui vont amener du résultat. Justement, on a un nouveau gouvernement qui a vu le jour avant tout le monde, ou quelque part pour une fois, je dis pour une fois, c'est un peu caricatural, la Wallonie a montré l'exemple, mais cette nouvelle majorité, alors on peut parler de couleur, mais même sans parler de couleur, il y a une espèce de volonté de changer les choses. Est-ce que vous vous dites, on est à un moment charnière ? Je pense, comme je l'ai dit il y a un instant, que les attentes n'ont jamais été aussi élevées. Au regard des difficultés rencontrées aujourd'hui dans les entreprises et en considérant que finalement bon nombre des difficultés devraient être corrigées par des mesures prises par les pouvoirs publics. Voilà, on a un changement de couleur, une couleur qui a peut-être à montrer aussi sa volonté d'agir sur certaines thématiques de manière peut-être plus forte. Je ne vais pas rentrer dans les détails liés à la gestion, je vais dire, de la problématique des chômeurs qui sont en trop grand nombre par rapport justement aux besoins, ça c'est une certitude. On attend aussi des mesures fortes, je pense, au niveau de la formation. Ça fait déjà longtemps qu'on est confronté dans les entreprises à devoir corriger ou tout simplement faire une vraie formation parce que celui qui rentre dans l'entreprise n'est pas formé ou n'a pas reçu la bonne formation. C'est l'adéquation entre l'enseignement même secondaire, supérieur et la vie professionnelle, quoi. C'est même plus que l'adéquation, finalement. Je pense que ce qui est attendu, et ça fait souvent partie des débats ou des échanges dans lesquels je suis, on parle de cette orientation qui est ratée. Beaucoup de jeunes arrivent en bout d'un cursus de formation et où finalement, soit ils ont suivi celui qui était devant eux, soit les parents les ont aiguillés, mais jamais on ne leur a suffisamment ouvert les yeux sur les multiples possibilités qui pouvaient s'offrir à eux. Et concrétiser ce que la formation donne au niveau professionnel. Et concrétiser ce que la formation donne. Et finalement, aujourd'hui, moi je serais curieux d'avoir un chiffre sur 100 jeunes, 1000 jeunes qui sortent avec un diplôme, combien vont vraiment pouvoir valoriser le diplôme. Ou alors, sur ceux qui, à un moment, rentrent dans une formation, combien bifurquent. Alors, on a le droit, justement, à chercher. Ça fait partie, je pense, de la construction qu'on peut avoir, de s'essayer. Mais je pense que ce qui devrait davantage demain être essayé, c'est vraiment une orientation beaucoup plus tôt, de pouvoir montrer aux jeunes, de pouvoir semer une graine, finalement, une graine dans leur esprit sur ce que pourrait être leur futur, et leur montrer aussi le plus tôt possible le monde du travail. Parce qu'on a parfois un peu l'impression qu'entre quelqu'un qui sort des études et l'entrée dans une entreprise, on se perd un peu.
Et dans votre secteur et dans votre entreprise, c'est palpable ça? Enfin, je veux dire, vous avez des problèmes de recrutement ou en tout cas parfois des difficultés, ou bien c'est de manière plus générale que vous parlez? C'est incroyable le nombre de fois où on peut me demander, tiens, finalement, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Ouais. Je pourrais dire oui, je pourrais dire non. En fait, c'est presque structurel. On a des difficultés à engager, comme tout le monde. Alors, certainement davantage dans une société, une entreprise qui grandit. Mais finalement, ça fait aussi des années qu'on a mis en place, tout un tas d'éléments pour essayer de se prémunir de ces difficultés. Ça part déjà au niveau de l'attractivité de l'entreprise. On a un ADN fort, on a des valeurs fortes, elles sont connues, on a un esprit festif, et pas parce qu'on vient de Liège, mais je pense que voilà, il y avait ce côté, peut-être certainement, il y avait ce côté familial aussi, la proximité jouait. Tous ces éléments-là ont fait que finalement l'attractivité dont on peut bénéficier, contrecarre cette difficulté sans doute de ne pas pouvoir engager. Mais un des éléments sur lesquels forcément on a dû travailler depuis déjà longtemps, c'était la formation des collaborateurs. Dans la construction et dans une chaîne de production d'éléments, de toute façon, ce n'est pas des métiers qui s'apprennent réellement à l'école. Alors, en alternance, ce serait l'idéal, ce serait la plus belle aventure professionnelle, ou en tout cas pour un étudiant qui veut vraiment se qualifier. Mais on a organisé notre propre service de formation depuis déjà plusieurs années. Ça, c'est une piste, par exemple. Le développement de la formation en alternance, c'est clairement quelque chose qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, pourrait trouver davantage sa place, non? C'est clairement une piste, mais c'est une piste identifiée depuis déjà un bon nombre d'années qui n'a jamais été mise en œuvre. Ouais. Et donc, quand on parle justement de frustration dans le chef des entrepreneurs, c'est que beaucoup sont prêts à jouer le jeu et finalement ça ne se passe pas. Beaucoup sont sujets à une difficulté d'engager parce que finalement ils ont besoin de collaborateurs formés dans des métiers qui sont en pénurie. Ils ne demandent qu'une chose, c'est finalement d'avoir un lien plus étroit avec les écoles, et dans la pratique c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Et c'est une question de structure. Par exemple, le nouveau gouvernement dit qu'il va rationaliser les structures. Bon, pour prendre l'exemple de la formation, par exemple, il y a une volonté vraiment d'y toucher de manière assez substantielle. Est-ce que ça, c'est une des clés ou bien c'est pas ça? Je pense que très clairement, il faudrait considérer que les entreprises font partie de la solution et qu'elles doivent être alignées à côté. Et intégrées, du coup. Intégrées, ou en tout cas d'être alignées avec les centres de compétences. Et vraiment faire en sorte que, relativement tôt dans l'évolution d'un jeune, on puisse le confronter au milieu du travail, qu'il soit déjà un peu... qui passe du temps ouvert, aussi, en fait. Qui passe du temps, qui se rende compte qu'après l'école, il y a un monde merveilleux. Le monde finalement dans lequel on va davantage passer le plus clair de son temps une fois qu'on est sorti de l'école. Donc on a intérêt effectivement à en être conscient et à s'orienter de manière adéquate, mais aussi finalement très vite toucher au métier. Et bon nombre d'entreprises veulent bien jouer le jeu. Mais il faudra aussi voir comment est-ce qu'on peut les aider, parce que derrière, il y a une entreprise qui se doit aussi de rester compétitive. C'est très bien de se dire qu'elle va s'investir davantage dans la formation, mais elle va le faire comment? Au détriment peut-être d'une attention plus forte sur son cœur de métier, avec peut-être alors une difficulté à rester compétitif, parce qu'il y a une partie de ses collaborateurs qui sont dédiés à de la formation. On est sur un subtil équilibre. Nous, dans la construction, on fait partie de ces secteurs dont les marches sont assez serrées. Chaque collaborateur qu'on engage justement a un impact sur notre compétitivité, et d'autant plus si je fais une allusion aux démarches de transition durable. Aujourd'hui, on se pose réellement la question, ok, on a une multitude de projets sur la table, on a mis en place depuis déjà un certain temps une cellule de développement durable, on doit prioriser. On aimerait bien faire plus, aller plus vite, faire davantage, mais malheureusement, comme je l'ai dit, chaque action qu'on fait, qui n'a pas encore directement la possibilité d'être assurée d'un retour sur investissement, pour l'instant est mis un petit peu, je ne vais pas dire au placard, mais de côté. On se doit d'y aller petitement parce que justement, on doit faire attention. Je pense que c'est la même chose au niveau de la formation. Donc il sera important de voir comment est-ce que le nouveau gouvernement pourra proposer des solutions en s'appuyant sur les entreprises, mais en leur donnant également, une aide financière pour qu'elles puissent jouer correctement ce rôle-là. Justement, est-ce qu'une des clés du nouveau gouvernement, c'est pas que le budget est catastrophique? On a parfois l'impression, peut-être que je me trompe, que derrière l'annonce d'une nouvelle dynamique de rationalisation des structures, d'évaluation des subsides, qui sont autant de choses positives potentiellement, se cache en fait une difficulté structurelle, non?
on a une vraie difficulté structurelle en Belgique. Je pense qu'effectivement, on fait partie de ces pays où on a été capable ces dernières années de créer une multitude de structures publiques, tous complémentaires, mais à la fois toutes indépendantes. Nous, on le vit régulièrement lorsqu'on dépose un permis. Il y a 25, 26 structures, entités qui sont toutes consultées, qui ont toutes une étude et un avis différent sur un permis. Et tout ça, je vais dire, augmente la complexité qu'on va retrouver dans une dynamique d'obtention de permis. Donc là, il y a déjà aussi, j'imagine. Et dans les recours aussi, étant donné qu'on est un pays où on ouvre la porte volontiers à celui qui n'est pas d'accord avec le projet et avec des conséquences derrière qui sont souvent très fortes, alors qu'on aurait beaucoup plus d'efficacité avec simplement plus de dialogue. Rien qu'entre, je vais dire, les différents services d'une administration et celui qui a fait la demande de permis, si simplement on avait un dialogue beaucoup plus fort sur des éléments à corriger, sur une adaptation du projet, sur une remarque peut-être d'un riverain, on arriverait comme ça à construire. Mais on est dans un schéma où souvent on rentre dans une procédure, on sait le temps que ça va prendre et malheureusement on sait faire qu'une chose, c'est attendre. Et parfois, c'est à la fin du délai qu'on obtient un oui ou un non. Quand c'est un non, on doit souvent recommencer la procédure. C'est abominable. Ce que j'entends, en fait, quand on parle d'un élément clé pour redresser la Wallonie, il y a sans doute l'agilité, la simplification administrative, la meilleure compréhension de la dynamique des entreprises. En fait, ça jouerait beaucoup, rien que ça. C'est en ça que finalement, je pense que avoir des structures comme Act for Wallonia, comme Accessi, qui demain sont au plus proche des entreprises pour faire remonter les difficultés, relativement vite. Et faire comprendre aussi ces réalités aux décideurs, quelque part. Faire comprendre ces réalités aux décideurs, ça c'est le cas actuellement, ok, mais on va surtout, nous, derrière, veiller à une mise en application. Après, les attentes sont grandes. On sait aussi que d'un point de vue budgétaire, ça va être compliqué. Donc en fait, on s'attend aussi bien dans les semaines ou mois à venir à des mesures qui ne seront pas super populaires, aussi bien pour le citoyen que finalement pour les entreprises. Je pense que quand on doit se serrer la ceinture, ça fait mal quoi qu'il arrive. Donc finalement... Après les élections de ce week-end, on sera sans doute fixé. Il y a peut-être des choses qui vont bouger. Le momentum est particulier. Mais bon, voilà. J'espère qu'on arrivera à avoir davantage d'effets positifs que négatifs. Les attentes, je l'ai dit, sont énormes. Alors, une petite question plus personnelle. Donc, vous êtes dans une entreprise familiale, vous avez repris les rênes en 2019, c'est bien ça, hein? C'est quoi? C'est une fierté? C'est un attachement particulier? C'est une responsabilité aussi? J'imagine que c'est un peu tout ça? C'est un peu tout ça à la fois. C'est une fierté parce que finalement, on avait déjà une belle entreprise quand on est rentré il y a près de 20 ans d'ici, et on a contribué avec nos parents, voilà, à la développer, à affronter les difficultés, à connaître aussi le succès qui a été partagé. Je l'ai dit, on a une ambiance, une attitude très positive dans l'entreprise. Il y a cette proximité, il y a de l'authenticité dans les échanges. Tout ça nous a amené finalement à accomplir toutes sortes de choses et à se projeter aussi, voilà, sur un futur. La pérennité de l'entreprise est essentielle pour nous. Et c'est sans doute aussi la particulier d'une entreprise familiale. Mais enfin, c'est pas toujours naturel, quoi. Enfin, je veux dire, de se dire, bah, tiens, je vais forcément reprendre l'entreprise familiale. Il y a des cas où ça se coupe, quoi, parce que les jeunes ont envie de faire autre chose. Ou, chez vous, c'est naturel, quoi. Il y a une espèce de dynamique. Alors, on a été confrontés très tôt, je vais dire, à cette, comment dire, cette adéquation entre l'entreprise et parallèlement être patron d'entreprise. Nos parents étaient très investis. Ils ont misé très tôt voilà, sur le développement de leur entreprise, au détriment souvent de leur vie privée. Parfois, on a des similitudes sur la manière avec laquelle on gère notre entreprise. Mais donc, on avait cette conscientisation. Voilà, on peut accomplir des choses, mais il faut le faire bien. Il faut le faire correctement, il faut s'impliquer. Tout ça nous a parlé, tout ça nous a convaincus. On est maintenant effectivement aux commandes, mais on est aussi aux commandes aujourd'hui parce qu'on avait affaire à une génération précédente qui était intelligente et qui a pu faire les choses de manière structurée. Donc, assez tôt, finalement, ils ont anticipé, on a discuté ensemble de la manière la plus raisonnable pour chacun, la plus adaptée pour continuer à faire grandir l'entreprise, de transmettre les rênes. Donc ça a été préparé, c'est rarement le cas. Et quand on a des échecs, justement, c'est quand il n'y a pas eu cette préparation.
Donc on a effectivement ce côté belle entreprise familiale parce qu'on a pu gérer cette transition. C'est à vous de préparer la suite, mais vous avez encore du temps. On a des enfants derrière, effectivement, qui pourront, s'ils le souhaitent, rentrer dans l'entreprise. D'une autre manière, on est rentré dans une boîte où on était 50, on est plus de 500. Le temps que nos enfants soient en âge il y aura encore certainement quelques collaborateurs en plus. Il y a une complexité dans le métier. Je pense qu'il faut avoir une vraie volonté d'accomplissement. Et il y a plein de moyens de s'accomplir aujourd'hui. Il n'y a pas que la société est loin. Il y a d'autres domaines aussi très passionnants. Vous l'avez compris, selon David Eloi, être patron nécessite une véritable implication personnelle, doublée d'une préparation minutieuse. Espérons que ces valeurs se transmettent également à ses successeurs le moment venu. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cet épisode du Z Podcast. On se retrouve demain pour l'info à ne pas manquer. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.